Dans une ferme délabrée aux abords d'Albi, dans le Tarn, Marguerite Lavoine se bat chaque jour contre l'épuisement et le désespoir. Veuve depuis 8 mois, elle élève seule ses 4 enfants. Léon, 14 ans, qui porte le poids d'une maturité forcée. Amélie, 11 ans, sensible et observatrice. Les jumeaux Marcel et Colette, 7 ans, encore trop jeunes pour comprendre pourquoi leur père ne reviendra jamais. La mort brutale de Thomas Lavoine dans un accident de tracteur a laissé plus que des dettes. Elle a laissé un vide que Marguerite ne parvient pas à combler. Les créanciers frappent à sa porte, les récoltes sont maigres, et les commérages du village la présentent comme une femme incapable de tenir une exploitation agricole. Certains murmurent qu'elle devrait vendre et partir avant que tout ne s'effondre. Par une nuit glaciale de novembre, alors qu'une pluie battante transforme les chemins en bourbiers, Marguerite découvre un homme inconscient près du portail de sa propriété. Il est trempé, fiévreux, le visage marqué par des ecchymoses récentes. Malgré les mises en garde de Léon, qui se méfie instinctivement de cet étranger, Marguerite ne peut se résoudre à l'abandonner. Elle le transporte jusqu'à l'ancien atelier de son mari, une pièce adjacente à la grange où subsistent encore des outils rouillés et l'odeur du bois. L'homme reprend conscience le lendemain, désorienté mais poli. Il se présente sous le nom d'Étienne. Rien de plus. Pas de nom de famille, pas d'explication sur sa présence dans cette région reculée du Midi. Il demande simplement un abri temporaire en échange de son travail. Les premiers jours sont tendus. Léon surveille chaque geste d'Étienne, persuadé qu'il cache quelque chose de dangereux. Amélie, elle, observe en silence, captivée par la douceur inhabituelle de cet homme qui répare les clôtures avec une minutie presque artistique, qui parle aux animaux comme s'il les comprenait. Les jumeaux, moins méfiants, l'adoptent rapidement, fascinés par ses histoires décousues sur des villes lointaines qu'il prétend avoir visitées. Marguerite reste vigilante, mais elle ne peut nier l'évidence. Depuis l'arrivée d'Étienne, la ferme respire différemment. Les réparations s'accumulent, le potager reprend forme, et pour la première fois depuis des mois, elle dort quelques heures d'affilée, sans être réveillée par l'angoisse. Mais les secrets d'Étienne commencent à percer. Un matin, Amélie découvre dans la poche de son manteau une montre en or gravée d'initiales qui ne correspondent pas au nom qu'il a donné. Puis, un après-midi de décembre, une voiture noire aux vitres teintées s'arrête devant la ferme. Un homme en costume impeccable en descend, un attaché-case à la main. Il demande à voir Monsieur Étienne Delhomme. Marguerite sent son estomac se nouer. L'homme, maître Joubert, est avocat à Paris. Il explique qu'Étienne est recherché depuis des semaines par sa famille. Une famille fortunée, propriétaire d'un empire industriel dans le textile. Étienne a fui après une dispute violente avec son frère aîné, refusant de participer à une transaction douteuse qui aurait enrichi l'entreprise familiale au détriment de centaines d'employés. Il a tout abandonné, son statut, sa fortune, son nom. Cette révélation provoque un séisme dans la famille Lavoine. Léon accuse sa mère d'avoir introduit un menteur sous leur toit. Amélie est déchirée entre son affection pour Étienne et le sentiment d'avoir été trahie. Marguerite confronte Étienne, exigeant la vérité complète. Il avoue tout, sa fuite, sa honte, son besoin de disparaître pour échapper à un monde qu'il juge corrompu. Il confie qu'en arrivant ici, épuisé et perdu, il a trouvé ce qu'il cherchait sans le savoir, une raison de croire encore en la bonté humaine. Mais il comprend aussi qu'il ne peut rester. Sa présence met Marguerite en danger. Les créanciers de la ferme pourraient utiliser cette situation contre elle. La presse pourrait transformer leur histoire en scandale. Le climax survient lorsqu'un huissier se présente avec un ordre de saisie immédiate de la ferme. Marguerite est au bord de l'effondrement. C'est alors qu'Étienne prend une décision déchirante. Il contacte maître Joubert et négocie son retour à Paris à une condition non négociable, qu'une fondation anonyme rachète les dettes de la ferme Lavoine et accorde à la famille un bail à vie leur garantissant la sécurité financière. Il renonce à sa liberté retrouvée pour eux, sans rien attendre en retour. Mais cette générosité ultime oblige Marguerite à affronter une vérité douloureuse. Elle n'a pas seulement accueilli un étranger, elle a accueilli un homme brisé qui, en réparant sa ferme, réparait aussi sa propre âme. Et en le laissant partir, elle doit accepter que certains actes de bonté ne reçoivent jamais de récompense visible, seulement l'écho silencieux d'une reconnaissance mutuelle. Le récit s'achève sur une matinée de printemps. La ferme est sauvée, les enfants ont retrouvé un semblant d'équilibre. Marguerite
reçoit une lettre anonyme contenant une simple phrase manuscrite « Merci de m'avoir rappelé ce qu'être humain signifie ». Elle sait qu'Étienne ne reviendra jamais, mais elle garde précieusement cette lettre, preuve qu'en ouvrant sa porte à un inconnu, elle a changé 2 vies, la sienne et celle d'un millionnaire qui avait tout perdu sauf sa conscience. La pluie fouettait les carreaux de la cuisine avec une violence que Marguerite n'avait pas vue depuis des années. Dehors, la nuit de novembre engloutissait tout, les champs, la grange, le vieux pommier que Thomas avait planté l'année de leur mariage. À l'intérieur, la lumière vacillante de l'ampoule au plafond projetait des ombres dansantes sur les murs écaillés. Marguerite se tenait debout devant l'évier, les mains plongées dans l'eau glacée, frottant machinalement une assiette qui n'en avait pas besoin. Ses doigts étaient rouges, gercés par le froid et le travail. Elle ne sentait plus rien. Derrière elle, Léon était assis à la table, le dos raide, les mâchoires serrées. Il avait 14 ans, mais son regard portait le poids d'un homme. Il observait sa mère sans rien dire, attendant qu'elle se retourne, qu'elle lui explique pourquoi elle avait ramené cet inconnu chez eux. Mais Marguerite ne se retournait pas. Elle ne pouvait pas. Pas encore. Dans l'ancien atelier, à quelques mètres de là, l'homme était allongé sur un matelas de fortune, tremblant sous 3 couvertures élimées. Sa respiration était sifflante, irrégulière. Marguerite l'avait trouvé 2 heures plus tôt, effondré contre le portail de la ferme, trempé jusqu'aux os, le visage tuméfié, une plaie ouverte sur l'arcade sourcilière. Elle avait crié son nom dans la nuit, pensant qu'il était mort. Aucune réponse. Alors elle l'avait traîné jusqu'à l'atelier avec une force qu'elle ne se connaissait pas, ses bottes s'enfonçant dans la boue, ses bras brûlant sous l'effort. « Maman, il faut appeler quelqu'un !» La voix de Léon brisa le silence. Marguerite ferma les yeux. Elle savait ce qu'il allait dire. Elle l'avait entendu 100 fois dans sa propre tête. On ne sait rien de lui. Il pourrait être dangereux. Il pourrait nous apporter des problèmes. On n'a pas besoin de ça. « Je sais, » murmura-t-elle. « Alors pourquoi tu l'as ramené ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle posa l'assiette dans l'égouttoir, s'essuya les mains sur son tablier usé, et enfin, elle se retourna. Léon la regardait avec cette intensité qui lui rappelait tellement Thomas. La même obstination, la même loyauté féroce envers ceux qu'il aimait. « Parce que je ne pouvais pas le laisser mourir, » dit-elle simplement. « Même si ça nous met en danger ?»« Même !» Léon détourna les yeux, frustré. Il savait qu'il ne la ferait pas changer d'avis. Marguerite Lavoine était têtue, tout le village le savait. Certains disaient que c'était ce qui l'avait aidé à tenir après la mort de Thomas. D'autres murmuraient que c'était ce qui la perdrait. Amélie apparut dans l'encadrement de la porte, pieds nus, en chemise de nuit. Ses cheveux châtains tombaient en désordre sur ses épaules. Elle avait 11 ans, mais elle observait le monde avec la lucidité précoce des enfants qui ont trop vite compris que la vie peut basculer d'un instant à l'autre. « Il va mourir ?» demanda-t-elle doucement. Marguerite traversa la cuisine et s'agenouilla devant elle, posant ses mains sur les épaules frêles de sa fille. « Non, ma chérie, il va s'en sortir. »« Comment tu le sais ?»« Parce que je ne vais pas le laisser mourir. » Amélie hocha la tête, comme si cette réponse suffisait. Elle jeta un coup d'œil vers l'atelier, puis revint à sa mère. « Il a dit quelque chose ?»« Non, il était inconscient. » « Et s'il ne se réveille pas ?» Marguerite serra les dents. Cette pensée l'avait hantée pendant tout le trajet jusqu'à la maison, pendant qu'elle déshabillait l'homme pour lui retirer ses vêtements trempés, pendant qu'elle nettoyait ses blessures avec de l'eau chaude et du désinfectant. Et s'il ne se réveillait pas? Et si elle avait risqué la sécurité de ses enfants pour rien? « Il va se réveiller », dit-elle avec une conviction qu'elle ne ressentait pas vraiment. Le lendemain matin, Marguerite se leva avant l'aube, comme tous les jours. La pluie avait cessé, mais le ciel restait gris, lourd de nuages menaçants. Elle enfila son manteau élimé, noua un foulard autour de son cou et sortit dans la cour. L'air était glacial, piquant. Elle souffla dans ses mains pour les réchauffer, puis se dirigea vers l'atelier. Quand elle poussa la porte, elle s'attendait à le trouver exactement comme elle l'avait laissé, immobile, fiévreux, peut-être mort. Mais l'homme était assis, adossé au mur, les couvertures remontées jusqu'à la taille. Ses yeux étaient ouverts. Il la regardait. Marguerite s'immobilisa sur le seuil. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Elle étudia son visage, la mâchoire carrée, les traits tirés par l'épuisement, les yeux d'un bleu pâle, presque transparent. Il avait l'air d'avoir une 40aine d'années, peut-être un peu plus. Ses mains posées sur ses genoux étaient larges, calleuses,
mais ses ongles étaient propres, soignés. Ce détail la frappa. Ce n'étaient pas les mains d'un vagabond. « Bonjour », dit-elle finalement. L'homme ne répondit pas immédiatement. Il semblait évaluer la situation, chercher ses mots. Puis, d'une voix rauque, presque inaudible, il murmura « Merci ». Marguerite entra dans l'atelier et referma la porte derrière elle pour garder la chaleur. Elle s'approcha lentement, prudemment, et s'assit sur un vieux tabouret en bois. « Comment vous sentez-vous » ? Comme si j'avais été écrasé par un train. Un sourire fugace passa sur les lèvres de Marguerite. Au moins, il avait de l'humour. Vous avez de la fièvre et une vilaine plaie au-dessus de l'œil. Il faudrait que je la recouse, mais je n'ai pas le matériel. Si ça s'infecte, ça ira, coupa-t-il. Il y eut un silence. Marguerite croisa les bras, attendant qu'il continue. Mais l'homme détourna les yeux, fixant un point invisible sur le mur. « Vous avez un nom » demanda-t-elle. « Étienne. »« Étienne comment ?»« Juste Étienne. » Marguerite fronça les sourcils. Elle n'aimait pas les mystères. Elle avait assez de problèmes comme ça sans en ajouter de nouveaux. « Qu'est-ce que vous faisiez près de chez moi en pleine nuit sous la pluie ?»« Je marchais. »« Vers où ?»« Nulle part. » Cette réponse aurait dû l'agacer, mais quelque chose dans le ton d'Étienne l'arrêta. Ce n'était pas de l'insolence, c'était de la lassitude. Une fatigue si profonde qu'elle semblait avoir rongé toute volonté de mentir. « Vous êtes en fuite ?» demanda-t-elle directement. Étienne tourna enfin la tête vers elle. Leurs regards se croisèrent. Il ne dit rien, mais Marguerite comprit. Oui, il était en fuite. Pas de la police peut-être, mais de quelque chose, de quelqu'un, de lui-même. « Écoutez, » reprit-elle en se levant, « je ne sais pas ce qui vous arrive, et franchement, je ne veux pas le savoir. Mais j'ai 4 enfants à nourrir et une ferme qui tombe en ruine. Je n'ai ni le temps ni les moyens de m'occuper d'un inconnu qui refuse de parler. Alors voilà ce que je vous propose. Vous restez ici quelques jours, le temps de récupérer. En échange, vous m'aidez. Vous savez travailler la terre? Non. Réparer des clôtures? Non. Nourrir des poules? Non. » Marguerite soupira. « Évidemment. Alors vous apprendrez. » Étienne la regarda longuement, comme s'il cherchait à comprendre pourquoi elle faisait ça. Pourquoi elle lui offrait un toit, de la nourriture, une chance. Puis, lentement, il hocha la tête. « D'accord. Bien. Reposez-vous aujourd'hui. Demain, vous commencez. » Elle se dirigea vers la porte puis s'arrêta, la main sur la poignée. « Et Étienne, oui, si vous mentez ou si vous mettez mes enfants en danger, je vous jette dehors moi-même. C'est clair ?» « C'est clair. » Les jours suivants s'installèrent dans une routine étrange. Étienne récupérait lentement, mais il tenait parole. Dès le 3e jour, il sortit de l'atelier et se mit au travail. Marguerite lui confia d'abord des tâches simples. Porter des seaux d'eau, ramasser du bois, balayer la cour. Il ne se plaignait jamais. Il ne posait pas de questions. Il faisait ce qu'on lui demandait, avec une application presque excessive, comme s'il voulait prouver qu'il méritait sa place. Léon, lui, ne lui adressait pas la parole. Il l'observait de loin, les bras croisés, les sourcils froncés, guettant le moindre faux pas. Amélie, en revanche, était fascinée. Elle le suivait partout, posant 1000 questions auxquelles Étienne répondait avec patience. Où avait-il grandi? Avait-il déjà vu la mer? Aimait-il les animaux? Étienne souriait rarement, mais quand Amélie était là, quelque chose dans son regard s'adoucissait. Les jumeaux, Marcel et Colette, l'adoptèrent immédiatement. Ils étaient trop jeunes pour se méfier, trop naïfs pour comprendre que leur mère avait pris un risque énorme. Pour eux, Étienne était juste un nouvel adulte dans leur monde déjà si petit. Marcel lui demanda de construire une cabane dans le pommier. Colette voulait qu'il lui apprenne à siffler. Étienne accepta les 2 missions avec un sérieux qui surprit Marguerite. Un matin, alors qu'elle revenait du poulailler avec un panier d'œufs, elle trouva Étienne en train de réparer la porte de la grange. Il avait retiré les gonds rouillés et les remplacé par des neufs trouvés Dieu sait où. Marguerite s'approcha intriguée. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Dans le grenier, ils étaient dans une boîte. Et vous savez comment faire ?» Étienne ne répondit pas tout de suite. Il vissa le dernier gond, testa la porte, puis se tourna vers elle. « Mon père était menuisier. Il m'a appris quelques bases. » C'était la première fois qu'il mentionnait son passé. Marguerite voulut en savoir plus, mais elle se retint. « Pas encore. Pas maintenant. Merci, » dit-elle simplement. Étienne hocha la tête et retourna à son travail. 2 semaines plus tard, Marguerite se rendit au village pour faire quelques courses. Elle n'aimait pas y aller. Depuis la mort de Thomas,
Les regards avaient changé. Certains étaient compatissants, d'autres méprisants. On chuchotait sur son passage, elle n'y arrivera pas. Elle devrait vendre, elle met ses enfants en danger. Ce jour-là, en entrant dans l'épicerie, elle tomba sur Madame Roussel, une femme aux cheveux gris coiffée en chignon serré, au regard acéré comme une lame. Elle était assise près du comptoir, un verre de vin à la main, en grande conversation avec Monsieur Ferrand, le boucher. « Tiens, Marguerite », lança Madame Roussel avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « On te voit rarement par ici. »« J'ai du travail », répondit Marguerite en prenant un panier. « Ah oui, le travail. D'ailleurs, on m'a dit que tu avais engagé quelqu'un. » Marguerite se figea. Elle aurait dû s'en douter. Dans un village comme Albi, rien ne restait secret. « Ce n'est pas vraiment un employé, » dit-elle prudemment. « Ah non, pourtant, on l'a vu travailler chez toi. Un homme, c'est ça ? » ?»« Oui. Et d'où vient-il ? » ?»« Je ne sais pas. » Madame Roussel échangea un regard entendu avec Monsieur Ferrand. « Tu ne sais pas ? Mais alors, comment peux-tu lui faire confiance ?» Marguerite sentit la colère monter en elle, mais elle se contint. Elle avait appris à ne pas répondre aux provocations. Elle prit une miche de pain, la mit dans son panier et se dirigea vers la sortie. « Fais attention, Marguerite », lança Madame Roussel dans son dos. « Les inconnus apportent toujours des ennuis. » Ce soir-là, Marguerite ne dit rien à Étienne de cette conversation, mais elle y pensa longtemps, assise à la table de la cuisine, une tasse de thé froid entre les mains. Les enfants dormaient. La maison était silencieuse. Dehors, le vent faisait craquer les branches du pommier. Elle se leva et sortit dans la cour. La nuit était claire, pour une fois. Les étoiles brillaient au-dessus des collines. Elle marcha jusqu'à l'atelier et frappa doucement à la porte. « Entrez » dit la voix d'Étienne. Il était assis sur le matelas, un livre ouvert sur les genoux. Marguerite reconnut l'ouvrage. C'était un vieux roman de Victor Hugo que Thomas avait acheté des années plus tôt et jamais lu. « Je peux vous parler » demanda-t-elle. « Bien sûr. » Elle s'assit sur le tabouret, cherchant ses mots. « Les gens du village posent des questions. Sur vous. Sur pourquoi vous êtes ici. Et qu'est-ce que vous leur avez dit ? Que je ne sais rien. C'est la vérité. Justement, c'est un problème. » Étienne referma le livre et la regarda. « Vous voulez que je parte ?» Marguerite hésita. Une partie d'elle voulait dire oui, ce serait plus simple, plus sûr. Mais une autre partie, une partie qu'elle ne comprenait pas encore, refusait de le laisser partir. « Non, dit-elle finalement, mais j'ai besoin de savoir au moins une chose. Vous avez fait quelque chose de mal, quelque chose qui pourrait nous mettre en danger, mes enfants et moi ?» Étienne la regarda longuement, intensément. « Non, je n'ai fait de mal à personne, je vous le jure. »« Alors pourquoi vous êtes ici ?»« Parce que je ne savais plus où aller. » Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots. Marguerite comprit qu'il disait la vérité, ou du moins qu'il croyait la dire. « D'accord, » dit-elle en se levant. « Ça me suffit, pour l'instant. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Bonne nuit, Étienne. »« Bonne nuit, Marguerite. » C'était la première fois qu'il prononçait son prénom. Les semaines passèrent, et l'hiver s'installa sur la région d'Albi avec sa brutalité habituelle. Les matins étaient blancs de givre, les après-midi courtes et grises. La ferme Lavoine semblait plus petite sous le ciel bas, plus fragile, comme si elle allait s'effondrer sous le poids de la neige qui menaçait de tomber d'un jour à l'autre. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis la mort de Thomas, la ferme respirait. Les réparations s'accumulaient. La porte de la grange ne grinçait plus. Les clôtures tenaient bon. Le potager avait été préparé pour le printemps. Étienne travaillait sans relâche, de l'aube jusqu'à la nuit tombée, avec une détermination qui intriguait Marguerite. Il ne parlait toujours pas de son passé, mais ses gestes trahissaient une familiarité troublante avec des tâches qu'il prétendait ne pas connaître. Il réparait les outils avec une précision d'artisan, organisait le grenier avec une logique d'homme habitué à gérer des espaces, et parfois, quand il pensait être seul, Marguerite l'entendait fredonner des mélodies qu'elle ne reconnaissait pas. Un matin de décembre, alors que le gel recouvrait les carreaux de la cuisine d'arabesques glacées, Amélie descendit l'escalier en courant, les joues rouges d'excitation. « Maman, maman, regarde ce que j'ai trouvé !» Elle tenait quelque chose dans sa main fermée. Marguerite, qui préparait le petit déjeuner, se retourna. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» Amélie ouvrit lentement sa paume. Une montre en or brillait sous la lumière matinale. Le boîtier était ancien, magnifiquement ciselé, avec des initiales gravées sur le dos. Marguerite sentit son estomac se nouer. Elle prit la montre,
la tourna entre ses doigts. C'était un objet de valeur, le genre de chose qu'on ne portait pas si on était un vagabond sans le sou. « Où as-tu trouvé ça ?»« Dans la poche du manteau d'Étienne. Il était accroché dans l'atelier. Je cherchais juste. »« Tu fouillais dans ses affaires ?» Amélie baissa les yeux, honteuse. Je voulais savoir qui il était vraiment. Marguerite soupira. Elle ne pouvait pas en vouloir à sa fille. Elle-même se posait les mêmes questions depuis des semaines. « Va finir de t'habiller. On en reparlera plus tard. » Amélie monta l'escalier à contre-cœur. Marguerite resta seule dans la cuisine, la montre dans la main, le cœur battant. E.D. Étienne D. Quel était son nom de famille? Pourquoi se cachait-il? Et surtout, pourquoi possédait-il un objet aussi précieux s'il prétendait n'avoir rien? Elle glissa la montre dans la poche de son tablier et sortit. Le froid la saisit immédiatement. Elle traversa la cour, ses bottes crissant sur le sol gelé, et se dirigea vers le champ où Étienne réparait un vieux épouvantail que les corbeaux avaient mis en pièces. Il la vit arriver et se redressa, essuyant ses mains sur son pantalon. « Bonjour, Marguerite. » Elle ne répondit pas au salut. Elle sortit la montre et la lui tendit. « Ça vous appartient ?» Le visage d'Étienne se vida de ses couleurs. Il regarda la montre, puis Marguerite, puis à nouveau la montre. Pendant un instant, il sembla sur le point de mentir. Puis il poussa un long soupir et hocha la tête. Oui, les initiales ne correspondent pas. E, D, pas Étienne tout court. Non. Alors qui êtes-vous vraiment? Étienne passa une main sur son visage, comme s'il cherchait à gagner du temps. Quand il parla, sa voix était basse, presque inaudible. Mon nom complet est Étienne Delhomme. Marguerite fronça les sourcils. Ce nom ne lui disait rien. Ça devrait me dire quelque chose? Non. Pas ici. Mais à Paris. Oui. Il fit quelques pas, les mains dans les poches, le regard perdu vers l'horizon brumeux. Ma famille possède une entreprise textile, l'une des plus grandes de France, Delhomme & Fils. Peut-être que vous en avez entendu parler. Marguerite secoua la tête. Elle ne lisait pas les journaux économiques, elle avait à peine le temps de lire quoi que ce soit. Mon père l'a fondée il y a 50 ans, continua Étienne. Mon frère aîné, Augustin, en a pris la direction après sa mort. Moi, j'étais censé être son bras droit, gérer les finances, les contrats, les relations avec les fournisseurs. Il se tut un instant, comme si les mots suivants étaient trop lourds à prononcer. Et puis, il y a 3 mois, Augustin a proposé une transaction, un contrat avec une entreprise chinoise qui produirait nos tissus à un coût dérisoire. Mais pour que ça fonctionne, il fallait fermer 2 de nos usines en France. 500 employés. Des familles entières qui dépendaient de nous depuis des générations. Marguerite commençait à comprendre. Vous avez refusé. J'ai fait plus que refuser. J'ai menacé de rendre l'affaire publique, de contacter les syndicats, la presse. Augustin m'a dit que j'étais naïf, que c'était ainsi que fonctionnait le monde moderne. Nous nous sommes disputés, violemment. Il m'a dit que si je ne signais pas, il me retirerait toutes mes parts dans l'entreprise. Que je ne serais plus rien. Et vous êtes parti. Oui, je suis parti. J'ai pris ma voiture, j'ai conduit pendant des heures sans savoir où j'allais. Je voulais juste disparaître, oublier. Et puis, il a commencé à pleuvoir. J'ai perdu le contrôle sur une route de campagne. La voiture a fini dans un fossé. J'ai marché jusqu'à ce que je m'effondre devant votre portail. Il se tourna vers Marguerite, les yeux remplis d'une honnêteté douloureuse. Je ne voulais pas vous mentir. Mais je ne savais pas comment expliquer tout ça. Comment dire que j'avais tout abandonné parce que je ne supportais plus l'homme que j'étais devenu? Marguerite resta silencieuse un long moment. Le vent sifflait dans les arbres nus. Au loin, on entendait les poules caqueter dans leur enclos. « Vous êtes riche, dit-elle enfin. Je l'étais. Et maintenant? Maintenant, je ne suis plus rien. Augustin a sûrement fait ce qu'il fallait pour me retirer de tous les comptes. Je n'ai plus accès à rien. Mais cette montre, un cadeau de mon père, la seule chose que j'ai gardée. » Marguerite rendit la montre à Étienne. Il la prit, la regarda longuement, puis la glissa dans sa poche. « Je comprends si vous voulez que je parte, » dit-il. Marguerite croisa les bras, le regard fixé sur lui. « Vous avez menti sur votre identité. »« Oui. Vous avez mis ma famille en danger en vous cachant ici. »« Peut-être. Et vous pensiez vraiment que personne ne vous retrouverait ?» Étienne ne répondit pas. Il n'avait pas de réponse. Marguerite soupira. Elle aurait dû être en colère. Elle aurait dû le chasser immédiatement. Mais quelque chose la retenait.
Peut-être était-ce la sincérité dans sa voix. Peut-être était-ce le fait qu'il avait travaillé sans relâche pour les aider, sans rien demander en retour. Ou peut-être était-ce simplement qu'elle comprenait ce que c'était que de vouloir fuir sa propre vie. « Vous pouvez rester », dit-elle finalement, mais plus de mensonges. « Si quelqu'un vous cherche, je veux le savoir immédiatement. » Étienne la regarda surpris. « Merci. Ne me remerciez pas encore. On verra si vous me remerciez toujours dans quelques semaines. » Mais Marguerite n'eut pas à attendre quelques semaines. 3 jours plus tard, une voiture noire aux vitres teintées s'arrêta devant la ferme. C'était un après-midi calme, presque doux pour la saison. Léon était dans la grange, occupé à réparer une roue de brouette. Amélie et les jumeaux jouaient dans la cour. Marguerite, elle, était dans la cuisine en train de préparer une soupe aux légumes. Quand elle entendit le bruit du moteur, elle s'essuya les mains sur son tablier et sortit. La voiture était luxueuse, d'un noir brillant qui jurait avec la rusticité de la ferme. Un homme en descendit, grand, mince, vêtu d'un costume 3 pièces impeccable. Il portait un attaché-case en cuir et avait l'allure de quelqu'un qui n'avait jamais mis les pieds dans un endroit comme celui-ci. « Bonjour », dit-il avec un sourire poli. « Je cherche Madame Lavoine. »« C'est moi. » L'homme s'approcha et tendit la main. « Maître Joubert, je suis avocat à Paris. J'aimerais m'entretenir avec vous si vous avez un moment. » Marguerite ne serra pas sa main. Elle croisa les bras, méfiante. « À quel sujet ?»« À propos d'un homme qui séjourne actuellement chez vous. Monsieur Étienne Delhomme. » Le sang de Marguerite se glaça. Elle jeta un coup d'œil vers l'atelier. Étienne n'était pas là. Il devait être dans les champs. « Je ne vois pas de qui vous parlez. » Maître Joubert sourit, mais son sourire ne contenait aucune chaleur. « Madame Lavoine, je vous en prie, ne compliquons pas les choses. Je sais qu'il est ici. Sa voiture a été retrouvée non loin d'ici, et plusieurs témoins au village ont confirmé la présence d'un homme correspondant à sa description sur votre propriété. » Marguerite sentit la colère monter en elle. « Bien sûr. Madame Roussel, Monsieur Ferrand, tous ces gens qui ne perdirent pas une occasion de se mêler de ce qui ne les regardait pas. Et en quoi ça vous concerne? Monsieur Delhomme est recherché par sa famille. Ils sont très inquiets. Ils veulent simplement s'assurer qu'il va bien. »« Il va bien. Alors vous admettez qu'il est ici. » Marguerite serra les dents. Elle s'était fait piéger. « Je veux lui parler, » insista Maître Joubert. « Juste quelques minutes. C'est tout ce que je demande. » Avant que Marguerite puisse répondre, Léon sortit de la grange, une clé à molette à la main. Il s'approcha de sa mère, se plaçant légèrement devant elle, comme pour la protéger. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'un ton dur. « Un ami de Monsieur Delhomme. Il n'a pas d'amis ici. » Maître Joubert le regarda avec un mélange d'amusement et d'agacement. « Jeune homme, ceci ne te concerne pas. Si ça concerne ma mère, ça me concerne. » La tension montait. Marguerite posa une main sur l'épaule de Léon, lui signalant de se calmer. Puis elle se tourna vers Maître Joubert. « Attendez ici, je vais le chercher. » Elle traversa la cour, le cœur battant, et se dirigea vers les champs. Étienne était là, accroupi près d'une clôture, en train de remplacer des piquets pourris. Quand il la vit arriver, il se redressa, le sourire aux lèvres. « Marguerite, j'ai presque fini cette. Il y a quelqu'un qui vous cherche. » Le sourire disparut instantanément. « Qui ?»« Un avocat. Maître Joubert. Il dit que votre famille vous cherche. » Étienne ferma les yeux et poussa un long soupir. Quand il les rouvrit, son visage était dur, fermé. « Je savais que ça arriverait tôt ou tard. Qu'est-ce que vous allez faire ?»« Je ne sais pas. » Ils retournèrent ensemble vers la ferme. Maître Joubert les attendait, adossé à sa voiture, l'air parfaitement détendu. Quand il vit Étienne, son visage s'éclaira. « Monsieur Delhomme, enfin, votre famille était morte d'inquiétude. » Étienne s'arrêta à quelques mètres de lui, les mains dans les poches. « J'en doute. Votre frère Augustin m'a chargé de vous retrouver. Il veut que vous rentriez à Paris. Il dit qu'il est prêt à discuter. » « Il n'y a rien à discuter. Monsieur Delhomme, soyez raisonnable. Vous ne pouvez pas rester ici indéfiniment. Vous avez des responsabilités. Une entreprise, un nom. Je ne veux plus de ce nom. » Maître Joubert soupira, exaspéré. « Très bien. Dans ce cas, laissez-moi vous expliquer les conséquences de votre décision. En votre absence, votre frère a finalisé le contrat avec les Chinois. Les 2 usines fermeront dans 3 mois. 500 personnes perdront leur emploi. Et tout cela parce que vous avez décidé de fuir comme un lâche. » Les mots frappèrent Étienne comme des coups de poing. Marguerite vit ses poings se serrer, ses mâchoires se crisper. « C'est faux, » murmura-t-il.
Non, c'est la vérité. Et vous le savez. Étienne se tourna vers Marguerite, les yeux remplis de douleur. Je ne pensais pas que... Que quoi? Que vos actes auraient des conséquences? Vous êtes encore plus naïf que je ne le pensais. Maître Joubert ouvrit l'attaché-case et en sortit une liasse de documents. Voici un contrat. Si vous le signez, vous retrouvez votre place au sein de l'entreprise. Votre frère est prêt à annuler la fermeture des usines. Tout peut redevenir comme avant. Et si je refuse, alors vous n'aurez plus aucun lien avec la famille de l'homme. Vous serez déshérité, radié de tous les registres. Vous n'existerez plus. Étienne regarda les documents, puis Marguerite, puis les enfants qui les observaient depuis le seuil de la maison. Amélie avait les larmes aux yeux. Léon serrait toujours sa clé à molette. Les jumeaux se tenaient à la main, effrayés par la tension. « Je ne signerai pas, dit-il finalement. » Maître Joubert haussa les épaules. « Comme vous voudrez. Mais sachez que votre frère ne vous laissera pas tranquille. Il fera tout pour vous forcer à revenir. Et si vous pensez que vous pouvez vous cacher ici indéfiniment, détrompez-vous. Il a les moyens de vous retrouver partout. » Il remit les documents dans l'attaché-case et se dirigea vers sa voiture. Avant de monter, il se tourna une dernière fois vers Marguerite. « Madame Lavoine, un conseil. Ne vous attachez pas trop à cet homme. Les gens comme lui ne restent jamais longtemps. » Il démarra et disparut dans le chemin boueux. Le silence retomba sur la ferme, lourd, oppressant. Étienne resta immobile, le regard fixé sur l'endroit où la voiture avait disparu. « Je suis désolé, murmura-t-il. »« De quoi ?» demanda Marguerite. « De vous avoir entraîné là-dedans. Vous ne nous avez entraînés nulle part. C'est moi qui vous ai accueillis. Mais maintenant, ils savent où je suis. Ils vont revenir. Et ils vont. » Il ne termina pas sa phrase. Marguerite s'approcha de lui, posa une main sur son bras. « Écoutez-moi bien, Étienne. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce que je sais, c'est que vous avez le droit de choisir votre propre vie. Personne ne peut vous forcer à retourner là-bas. Mais ces gens, ces 500 employés, ce n'est pas votre faute, c'est celle de votre frère. Et si vous retournez là-bas, croyez-vous vraiment que les choses changeront, ou est-ce qu'il vous manipulera jusqu'à ce que vous acceptiez tout ce qu'il veut ?» Étienne ne répondit pas. Il savait qu'elle avait raison. Ce soir-là, personne ne mangea. Les enfants montèrent se coucher tôt, silencieux, inquiets. Marguerite resta dans la cuisine, les mains autour d'une tasse de thé froid, le regard perdu dans le vide. Étienne, lui, était dans l'atelier, assis dans le noir, seul avec ses pensées. 3 jours plus tard, alors que Marguerite revenait du village avec quelques provisions, elle trouva un homme en costume devant sa porte. Ce n'était pas Maître Joubert, c'était un huissier. « Madame Lavoine ?» ?»« Oui. » L'homme lui tendit une enveloppe officielle. « Ordre de saisie. Vous avez 3 semaines pour quitter les lieux. » Marguerite sentit le monde basculer autour d'elle. Elle ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante et lut le document. Les créanciers avaient décidé de passer à l'action. Après des mois de menaces, ils exécutaient enfin leur sentence. La ferme serait vendue aux enchères pour rembourser les dettes. « Non, murmura-t-elle. Non, ce n'est pas possible. Je suis désolé, madame. Mais la loi est la loi. » L'huissier remonta dans sa voiture et partit. Marguerite resta plantée là, l'enveloppe à la main, les larmes roulant sur ses joues. Elle avait tout fait. Elle s'était battue, elle avait sacrifié sa fierté, sa santé, son sommeil, et ça ne suffisait pas. Ça ne suffirait jamais. Étienne sortit de la grange et la vit. Il courut vers elle. « Marguerite, qu'est-ce qui se passe ?» Elle lui tendit l'enveloppe, incapable de parler. Il lut le document et son visage se décomposa. « Mon Dieu, je vais perdre la ferme, » murmura-t-elle. « Je vais perdre tout ce pourquoi Thomas s'est battu, tout ce qui reste de lui. Non, non, il doit y avoir une solution. Il n'y en a pas. J'ai essayé, j'ai demandé des délais, j'ai supplié, j'ai tout fait, mais ce n'est jamais assez. » Étienne la prit par les épaules, la forçant à le regarder. « Je vais arranger ça. »« Comment ? Vous n'avez rien, vous l'avez dit vous-même. »« Je vais trouver un moyen. » Il retourna dans l'atelier, fouilla dans ses affaires et en ressortit avec un téléphone portable qu'il avait gardé éteint depuis son arrivée. Il composa un numéro, attendit. « Maître Joubert, c'est Étienne Delhomme. Je veux négocier. » La nuit qui suivit l'appel d'Étienne fut la plus longue que Marguerite eût jamais vécue. Elle resta assise dans la cuisine, une bougie allumée devant elle, incapable de dormir, incapable même de pleurer. Les larmes s'étaient taries. Il ne restait qu'un vide immense, froid, qui lui rongeait la poitrine. 'Dans 3 semaines, elle devrait quitter cette ferme. Dans 3 semaines,
Elle devrait dire à ses enfants qu'ils n'avaient plus de maison. Dans 3 semaines, tout ce pourquoi Thomas était mort n'aurait plus aucun sens. Dehors, dans l'atelier, Étienne était au téléphone depuis des heures. Sa voix traversait parfois les murs, étouffée mais tendue. Marguerite ne comprenait pas les mots, mais elle sentait la gravité de ce qui se jouait. Il négociait sa propre liberté. Il sacrifiait tout ce qu'il avait fui pour les sauver. Et cette pensée lui était insupportable. Vers 4 heures du matin, la porte de l'atelier s'ouvrit. Étienne traversa la cour, les épaules voûtées, le visage creusé par l'épuisement. Il entra dans la cuisine sans frapper. Marguerite leva les yeux vers lui. Elle vit immédiatement dans son regard que quelque chose s'était brisé. « C'est fait », dit-il simplement. Marguerite se leva lentement, les jambes tremblantes. « Qu'est-ce qui est fait ?»« J'ai négocié avec maître Joubert et avec mon frère. Ils ont accepté mes conditions. » « Quelles conditions ?» Étienne s'assit lourdement sur une chaise, passa ses mains sur son visage. Quand il parla, sa voix était rauque, brisée. « Je retourne à Paris. Je reprends ma place dans l'entreprise. Je signe tous les contrats qu'Augustin me présentera. Je redeviens l'homme que j'ai passé des mois à fuir. » Marguerite sentit son cœur se serrer. « Non, non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est déjà fait. Mais pourquoi? Pourquoi accepter maintenant ?» Étienne leva les yeux vers elle, et dans son regard, Marguerite vit une détermination douloureuse, presque désespérée. En échange, une fondation anonyme rachètera vos dettes, toutes. La ferme restera à votre nom. Vous aurez un bail à vie, garanti légalement. Plus personne ne pourra vous la prendre. Jamais. Les mots frappèrent Marguerite comme une gifle. Elle recula d'un pas, secouant la tête. « Non, non, je ne peux pas accepter ça. Vous n'avez pas le choix. C'est déjà en cours. Maître Joubert s'occupe des papiers. Dans 1 semaine, tout sera réglé. Étienne, vous ne comprenez pas ce que vous venez de faire. Vous avez sacrifié votre liberté, votre intégrité, tout ce en quoi vous croyez. Et vous croyez que je pourrais vivre avec moi-même si je vous laissais perdre cette ferme, si je laissais vos enfants se retrouver à la rue. » Sa voix monta, tremblante de colère et de chagrin. « Vous m'avez sauvé la vie, Marguerite. Quand j'étais effondré sous la pluie, mourant peut-être, vous auriez pu me laisser là. Vous auriez pu appeler la police, me jeter dehors dès que j'ai ouvert les yeux. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous m'avez accueilli. Vous m'avez donné un toit, de la nourriture, une raison de croire que je n'étais pas complètement perdu. Alors maintenant, c'est mon tour. Laissez-moi faire ça pour vous. » Marguerite s'effondra sur une chaise, les mains tremblantes. Les larmes qu'elle avait retenues toute la nuit jaillirent enfin, incontrôlables, brûlantes. « Je ne voulais pas de ça, » murmura-t-elle. « Je ne voulais pas que vous vous sacrifiiez pour nous. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un choix qui va vous détruire. » Étienne se pencha vers elle, prit ses mains dans les siennes. Ses mains étaient chaudes, calleuses, solides. « Peut-être, mais au moins, j'aurais fait quelque chose de bien. Au moins, j'aurais prouvé que je n'étais pas juste un lâche qui fuit ses responsabilités. Vous n'êtes pas un lâche. Si, je le suis. Mais grâce à vous, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer. » Ils restèrent ainsi dans le silence de la cuisine, les mains jointes, tandis que l'aube commençait à poindre derrière les fenêtres. Dehors, les coqs se mirent à chanter. La ferme se réveillait lentement, inconsciente du bouleversement qui venait de se produire. Les jours suivants furent étranges, irréels. Étienne continuait à travailler comme si de rien n'était, réparant les dernières clôtures, finissant la cabane des jumeaux dans le pommier, aidant Léon à réparer le tracteur. Mais quelque chose avait changé dans son regard. Il y avait une tristesse profonde, résignée, comme celle d'un condamné qui compte ses derniers jours de liberté. Marguerite, elle, oscillait entre gratitude et culpabilité. Elle savait qu'elle devrait être soulagée. La ferme était sauvée. Ses enfants auraient un avenir. Mais à quel prix? Chaque fois qu'elle regardait Étienne, elle voyait l'homme qu'il avait été en arrivant ici, brisé, perdu, cherchant désespérément un sens à sa vie. Et maintenant, il retournait volontairement dans l'enfer qu'il avait fui. 1 semaine après l'appel téléphonique, maître Joubert revint. Cette fois, il n'était pas seul. Un notaire l'accompagnait, un homme âgé aux cheveux blancs et au regard bienveillant. Ils s'installèrent dans la cuisine, étalèrent des dizaines de documents sur la table. Marguerite les parcourut, les mains tremblantes, cherchant le piège, la clause cachée qui lui arracherait tout au dernier moment. Mais il n'y en avait pas. Tout était clair, légal, inattaquable. La ferme lui appartenait.
Les dettes étaient effacées. Un compte bancaire avait été ouvert à son nom, avec suffisamment d'argent pour couvrir les dépenses de la ferme pendant des années. « Signez ici », dit le notaire en lui tendant un stylo. Marguerite regarda Étienne, qui se tenait debout près de la fenêtre, le dos tourné, les mains dans les poches. Il ne la regardait pas. Il fixait les champs, les collines au loin, comme s'il voulait graver cette image dans sa mémoire. « Étienne, signez, Marguerite, s'il vous plaît. » Elle signa. Sa main tremblait tellement que sa signature était à peine lisible. Le notaire récupéra les documents, les rangea soigneusement dans sa mallette, puis se leva. « Félicitations, Madame Lavoine. Vous êtes maintenant l'unique propriétaire de cette ferme. » Après leur départ, Marguerite resta assise à la table, les yeux fixés sur le contrat. Elle avait gagné. Elle avait sauvé sa famille. Mais elle se sentait plus vide que jamais. Les enfants prirent la nouvelle différemment. Léon resta silencieux pendant des heures, enfermé dans sa chambre. Quand il en ressortit, il alla trouver Étienne dans l'atelier. « C'est vrai? Vous partez à cause de nous ?» Étienne, qui rangeait ses maigres affaires dans un sac, se tourna vers lui. « Je ne pars pas à cause de vous. Je pars pour vous. C'est la même chose. » « Non, Léon, ce n'est pas la même chose. » Le garçon serra les poings, luttant contre les larmes qui menaçaient de déborder. « Je me suis trompé sur vous. Au début, je pensais que vous étiez dangereux, que vous nous apporteriez des problèmes. Mais vous êtes la meilleure chose qui nous soit arrivée depuis la mort de mon père. » Étienne s'approcha de lui, posa une main sur son épaule. « Tu es un bon fils, Léon. Ta mère a de la chance de t'avoir. Continue à prendre soin d'elle. Et de tes sœurs et de ton frère, d'accord ?» Léon hocha la tête, incapable de parler. Puis, dans un geste impulsif, il se jeta contre Étienne et le serra dans ses bras. Étienne, surpris, resta d'abord figé. Puis, lentement, il referma ses bras autour du garçon et le tint contre lui, sentant ses épaules trembler de sanglots silencieux. Amélie, elle, réagit en se murant dans le silence. Elle ne pleurait pas, ne posait pas de questions. Elle passait ses journées dans sa chambre, à dessiner des images qu'elle ne montrait à personne. Le jour avant le départ d'Étienne, elle descendit dans la cuisine où il prenait son dernier petit déjeuner avec la famille. Elle posa devant lui un dessin plié en 4. « C'est pour vous, dit-elle simplement. » Étienne déplia le dessin. C'était un portrait de lui debout dans les champs, le soleil couchant derrière lui. En bas, en lettres maladroites, elle avait écrit « Merci de nous avoir sauvés ». Étienne sentit sa gorge se serrer. Il regarda Amélie qui le fixait de ses grands yeux tristes. « C'est magnifique, Amélie. Je vais le garder toujours. Vous nous oublierez, dit-elle d'une voix tremblante. Jamais. Je vous promets que je ne vous oublierai jamais. » Elle hocha la tête, puis se jeta dans ses bras. Étienne la serra fort, sentant son petit corps trembler contre le sien. Les jumeaux, Marcel et Colette, étaient trop jeunes pour vraiment comprendre. Ils savaient qu'Étienne partait, mais pour eux, c'était temporaire. Il reviendrait, forcément. Comment pourrait-il ne pas revenir? « Tu reviens quand ?» demanda Marcel en tirant sur la manche d'Étienne. « Je ne sais pas, bonhomme, mais tu as promis de m'apprendre à siffler. Tu y arriveras tout seul. Tu es intelligent. »« Et ma cabane ?» insista Colette. « Elle n'est pas finie. Ton frère Léon s'en occupera. Je lui ai montré comment faire. » Les jumeaux échangèrent un regard, déçus mais résignés. Puis, ils lui firent promettre de leur écrire, de leur envoyer des photos de Paris, de revenir les voir un jour. Étienne promit tout ce qu'il voulait, sachant qu'il ne tiendrait probablement aucune de ses promesses. Le dernier soir, après que les enfants furent montés se coucher, Marguerite et Étienne restèrent seuls dans la cuisine. Dehors, la nuit était claire, froide. Les étoiles brillaient avec une intensité presque douloureuse. Marguerite prépara du thé, même si aucun d'eux n'en voulait vraiment. C'était juste une excuse pour ne pas avoir à parler tout de suite. « À quelle heure Maître Joubert vient-il vous chercher ?» demanda-t-elle finalement. « 7 heures. Demain matin. »« Si tôt ? » ?»« Il veut que je sois à Paris avant midi. Augustin a organisé une conférence de presse. Il veut annoncer mon retour officiellement. » Marguerite serra sa tasse entre ses mains, cherchant la chaleur qui n'y était pas. « Vous allez leur dire la vérité sur pourquoi vous êtes parti. » « Non, Augustin a déjà préparé une histoire. J'étais malade, burn-out. J'avais besoin de repos. Maintenant, je vais mieux et je suis prêt à reprendre mes fonctions. Et les usines, les employés ?» Étienne baissa les yeux. « Augustin a accepté de ne pas fermer les usines, pour l'instant. Mais je sais comment il fonctionne.
Il attendra quelques mois, peut-être un an, et puis il trouvera un autre moyen, une autre excuse. Et cette fois, je ne pourrai rien faire pour l'en empêcher. Alors pourquoi retourner là-bas? Parce que c'est le prix à payer pour votre liberté. Marguerite sentit les larmes monter à nouveau. Elle les retint, refusant de pleurer devant lui. Elle voulait être forte, pour lui montrer que son sacrifice n'était pas vain. « Je ne sais pas comment vous remercier, dit-elle. Ne me remerciez pas. Vous m'avez déjà donné plus que je ne pourrai jamais vous rendre. » Quoi donc? Étienne leva les yeux vers elle, et dans son regard, Marguerite vit une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Vous m'avez rappelé ce que c'était que d'être humain. Pendant des années, j'ai vécu dans un monde où tout se mesurait en argent, en profit, en pouvoir. J'avais oublié qu'il existait autre chose, que les gens pouvaient céder sans rien attendre en retour, que la bonté n'était pas une faiblesse. Vous m'avez montré tout ça. Alors non, ne me remerciez pas. C'est moi qui devrais passer le reste de ma vie à vous remercier. » Marguerite ne put retenir ses larmes cette fois. Elles coulèrent librement sur ses joues, chaudes, salées. Étienne se leva, contourna la table et s'agenouilla devant elle. Il prit ses mains dans les siennes. « Promettez-moi une chose, dit-il. »« Quoi ? Promettez-moi que vous ne laisserez personne vous dire que vous n'êtes pas assez forte, pas assez capable. Vous êtes la femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Et vos enfants ont une chance incroyable de vous avoir. » Marguerite hocha la tête, incapable de parler. Étienne se releva, lâcha ses mains et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna une dernière fois. « Au revoir, Marguerite. Au revoir, Étienne. » Il disparut dans la nuit. Marguerite resta assise dans la cuisine, seule, écoutant le bruit de ses pas s'éloigner vers l'atelier. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta assise, les yeux fixés sur la fenêtre, attendant l'aube comme on attend une sentence. À cette heure précise, la voiture noire de maître Joubert s'arrêta devant la ferme. Étienne sortit de l'atelier, son sac à la main. Il portait les vêtements qu'il avait en arrivant, lavés et raccommodés par Marguerite. Il avait l'air d'un autre homme, plus droit, plus propre, mais infiniment plus triste. Les enfants étaient tous debout sur le perron, en pyjama, les yeux rouges de larmes. Marguerite se tenait légèrement en retrait, les bras croisés sur sa poitrine, comme pour se protéger de la douleur qui menaçait de la submerger. Étienne s'approcha d'eux, s'agenouilla pour être à la hauteur des jumeaux. « Soyez sages, d'accord, et prenez soin de votre maman. »« Tu reviens quand » demanda Colette, la voix tremblante. Étienne ne répondit pas. Il se contenta de l'embrasser sur le front, puis embrassa Marcel. Il se releva, serra la main de Léon avec solennité, puis prit Amélie dans ses bras. « Continue à dessiner, lui chuchota-t-il à l'oreille. Tu as un talent incroyable. » Amélie sanglota contre son épaule. Étienne la tint ainsi pendant plusieurs secondes, puis la lâcha doucement. Enfin, il se tourna vers Marguerite. Ils se regardèrent longuement sans rien dire. Tout avait déjà été dit. « Prenez soin de vous, » dit-il simplement. « Vous aussi. » Il hocha la tête, puis se dirigea vers la voiture. Maître Joubert l'attendait, tenant la portière ouverte. Étienne monta à l'arrière, posa son sac à côté de lui. La portière se referma avec un bruit sourd, définitif. Le moteur démarra. Marguerite et les enfants regardèrent la voiture s'éloigner sur le chemin boueux, disparaître derrière la colline. Même après qu'elle eut disparu, ils restèrent là, immobiles, comme si bouger aurait rendu son départ définitif. Finalement, Léon rentra dans la maison, puis Amélie, puis les jumeaux. Marguerite resta seule dans la cour, le regard fixé sur l'horizon. Le vent soufflait dans les arbres nus. Les poules caquetaient dans leur enclos. La vie continuait, indifférente. Elle sentit quelque chose dans la poche de son tablier. Elle glissa sa main dedans et en sortit une enveloppe. Son nom était écrit dessus, de l'écriture élégante d'Étienne. Elle l'ouvrit, les mains tremblantes. À l'intérieur, une seule phrase. « Merci de m'avoir rappelé ce qu'être humain signifie. » Marguerite serra la lettre contre son cœur et pleura. Elle pleura pour Étienne, pour elle-même, pour tout ce qui aurait pu être et ne serait jamais. Puis, lentement, elle essuya ses larmes, rangea la lettre dans sa poche et rentra dans la maison. Il y avait du petit déjeuner à préparer, des enfants à consoler, une ferme à faire tourner. La vie continuait. Les semaines passèrent. L'hiver céda la place au printemps. Les champs reverdirent, les fleurs éclosèrent dans le potager qu'Étienne avait préparé. La ferme se transforma lentement, comme réveillée d'un long sommeil. Marguerite engagea 2 ouvriers du village pour l'aider avec les travaux les plus lourds.
L'argent que la fondation anonyme avait versé permettait de tout réparer, le toit, les fenêtres, les machines. Pour la première fois depuis la mort de Thomas, la ferme prospérait. Mais quelque chose manquait. Marguerite le sentait chaque matin en se réveillant, chaque soir en fermant les volets. Une présence, une énergie, quelque chose qui avait disparu avec Étienne. Les enfants, eux aussi, portaient son absence différemment. Léon était devenu plus silencieux, plus introspectif. Il passait des heures dans l'atelier à réparer des outils, à terminer les projets qu'Étienne avait commencés. Amélie dessinait constamment, remplissant des carnets entiers de portraits d'Étienne dans différentes poses, différents moments. Les jumeaux avaient fini par comprendre qu'il ne reviendrait pas. Ils en parlaient parfois, se demandant ce qu'il faisait à Paris, s'il pensait à eux. Un après-midi de mai, alors que Marguerite ramassait les œufs dans le poulailler, elle entendit le bruit d'un moteur. Son cœur bondit dans sa poitrine. Pendant un instant fou, elle se dit qu'Étienne était revenu. Mais quand elle sortit, elle vit une camionnette de la poste. Le facteur en descendit, un large sourire aux lèvres. « Bonjour, Madame Lavoine, j'ai un colis pour vous. Un gros. Vous voulez que je vous aide à le rentrer ?» Le colis était effectivement imposant, emballé dans du papier kraft sans expéditeur. Le facteur le déposa dans la cuisine, refusa le pourboire que Marguerite lui proposait et repartit en sifflotant. Marguerite resta seule avec le colis. Les enfants étaient à l'école. La maison était silencieuse. Elle déchira l'emballage avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait des dizaines de livres, des romans, des essais, des livres pour enfants. Certains étaient neufs, d'autres anciens, avec des pages cornées et des annotations dans les marges. Au fond de la boîte, une enveloppe. Marguerite l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre manuscrite. « Chère Marguerite, j'espère que cette lettre vous trouve, vous et les enfants, en bonne santé. Je pense à vous tous les jours, à Léon et sa détermination, à Amélie et sa sensibilité, aux jumeaux et leur innocence, à vous et votre force inébranlable. Paris est exactement comme je l'avais laissé, froid, impersonnel, étouffant. Mais je tiens ma promesse. Je travaille avec Augustin, je signe les contrats, je joue mon rôle. Les usines sont toujours ouvertes, du moins pour l'instant. Je me bats chaque jour pour qu'elles le restent. Je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir, mais tant que je le peux, je le ferai. Je vous envoie ces livres parce que je me souviens que vous m'avez dit un jour que Thomas en achetait, mais que personne ne les lisait jamais. J'espère que vous les lirez. Que vous les lirez aux enfants. Que vous vous évaderez ne serait-ce que quelques heures dans ces mondes imaginaires qui nous permettent d'oublier la dureté du nôtre. Il y a aussi des livres pour Léon, sur la mécanique et l'ingénierie, pour Amélie, sur l'art et le dessin, pour les jumeaux, des contes et des aventures. Je ne sais pas si je pourrai revenir un jour. Augustin me surveille constamment. Il sait que je ne suis là que par obligation, pas par choix. Mais si jamais j'ai l'occasion, si jamais je trouve un moyen de m'échapper à nouveau, je reviendrai. Peut-être juste pour une journée, juste pour voir que vous allez bien. En attendant, sachez que vous m'avez sauvé, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Vous m'avez montré qu'il existe encore de la bonté dans ce monde, que le sacrifice n'est pas une faiblesse, mais une force. Prenez soin de vous, prenez soin de cette ferme, prenez soin de vos enfants. Et surtout, n'oubliez jamais que vous êtes extraordinaire. Avec toute ma gratitude et mon affection, Étienne. Marguerite lut la lettre 3 fois, puis la posa sur la table. Elle regarda les livres, les caressa du bout des doigts. Puis, elle en choisit un au hasard, Les Misérables de Victor Hugo, et l'ouvrit. Sur la première page, une dédicace manuscrite, pour Marguerite, qui m'a montré que la rédemption est toujours possible. Elle sourit à travers ses larmes, puis elle commença à lire. Les mois passèrent, puis les années. La ferme continuait à prospérer. Léon grandit, devint un jeune homme sérieux et travailleur qui reprit progressivement la gestion des terres. Amélie obtint une bourse pour étudier les beaux-arts à Toulouse. Les jumeaux entrèrent au collège, turbulents et joyeux. Marguerite, elle, trouvait peu à peu la paix. Elle pensait toujours à Étienne, surtout les soirs d'hiver quand la pluie battait les carreaux. Elle se demandait où il était, ce qu'il faisait, s'il avait réussi à sauver les usines. Mais elle n'avait plus de nouvelles. Après la première lettre, plus rien. Le silence. Puis, un matin de printemps, 3 ans après son départ, elle reçut un appel. Une voix féminine, professionnelle, posée. « Madame Lavoine ? Oui.
Je suis maître Durand, avocate à Paris. Je vous appelle au sujet de monsieur Étienne Delhomme. » Le cœur de Marguerite s'arrêta. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Delhomme a eu un accident de voiture il y a 2 semaines. Il est à l'hôpital. Son état est stable, mais il a insisté pour que je vous contacte. Il voudrait vous voir. Marguerite fit le voyage jusqu'à Paris le lendemain. C'était la première fois qu'elle quittait la région depuis des années. Elle laissa les enfants à la garde de Léon, qui accepta avec une maturité qui la remplit de fierté. Le trajet en train dura des heures. Elle regarda défiler les paysages par la fenêtre, le cœur battant, l'estomac noué d'angoisse. L'hôpital était immense, froid, aseptisé. Une infirmière la guida à travers des couloirs interminables jusqu'à une chambre au 3e étage. Elle frappa doucement à la porte. « Entrez !» Elle poussa la porte. Étienne était allongé dans le lit, le bras gauche dans le plâtre, des bandages autour de la tête. Mais il souriait. Quand il la vit, son sourire s'élargit. Marguerite. Elle s'approcha lentement, comme si elle avait peur qu'il disparaisse si elle bougeait trop vite. Quand elle fut à côté du lit, elle posa sa main sur la sienne. Il la serra doucement. « Comment allez-vous » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Mieux, maintenant que vous êtes là. Qu'est-ce qui s'est passé? Un accident stupide. Un chauffard a grillé un feu rouge. Ma voiture a été percutée de plein fouet. J'ai eu de la chance, apparemment. Ça aurait pu être bien pire. Mon Dieu, Étienne. Ne vous inquiétez pas. Je vais bien. Quelques côtes cassées, le bras fracturé, une commotion. Rien de grave. » Ils restèrent silencieux un moment, se regardant simplement, se redécouvrant après 3 ans de séparation. Étienne avait changé. Il avait vieilli, les traits plus marqués, quelques cheveux gris aux tempes, mais ses yeux étaient toujours les mêmes, doux, tristes, infiniment fatigués. « Vous avez tenu votre promesse ?» dit Marguerite. « Les usines sont toujours ouvertes. J'ai lu un article dans le journal. Oui, ça n'a pas été facile. Augustin a essayé plusieurs fois de revenir sur sa parole, mais j'ai menacé de tout révéler à la presse. Nos petits arrangements douteux, nos contrats discutables. Il a fini par céder. Mais à quel prix? » Étienne détourna les yeux. « Le prix de ma santé mentale, probablement. Je ne dors presque plus. Je bois trop. Je fume trop. Je suis devenu exactement le genre d'homme que je méprisais autrefois. Non. Vous êtes devenu un homme qui a sacrifié son bonheur pour sauver des centaines de familles. Ce n'est pas la même chose. » Étienne la regarda longuement. « J'ai beaucoup pensé à vous, à la ferme, aux enfants, à ces quelques semaines où j'ai été vraiment heureux. Nous aussi, on a pensé à vous, tous les jours. Comment vont-ils » Marguerite lui raconta tout, les progrès de Léon, les succès d'Amélie, les bêtises des jumeaux, la ferme qui prospérait, les récoltes généreuses. Les nuits où elle lisait à voix haute les livres qu'il leur avait envoyés. Étienne écoutait, les yeux fermés, un sourire paisible sur les lèvres. Quand elle eut terminé, il ouvrit les yeux et murmura « Merci. » « De quoi ? De m'avoir rappelé pourquoi tout ça en valait la peine. » Ils parlèrent pendant des heures, rattrapant le temps perdu. Puis, alors que le soleil commençait à décliner derrière les fenêtres de l'hôpital, Marguerite se leva. « Je dois y aller. Mon train part dans 1 heure. »« Je sais. Prenez soin de vous, Étienne. Vous aussi, Marguerite. » Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, se retourna. « Étienne ? Oui ? Un jour, quand tout ça sera fini, quand vous aurez fait tout ce que vous deviez faire, revenez. La ferme sera toujours là, et nous aussi. » Étienne sentit les larmes monter. Il hocha la tête, incapable de parler. Marguerite sortit. Elle traversa les couloirs de l'hôpital, descendit les escaliers, sortit dans la rue. Paris grondait autour d'elle, immense, impersonnel, étouffant. Elle comprit pourquoi Étienne avait fui cet endroit. Elle comprit pourquoi il se sentait prisonnier. Dans le train du retour, elle regarda défiler les paysages, le cœur plus léger. Elle savait qu'elle ne reverrait peut-être jamais Étienne, que les circonstances, le destin, la vie elle-même les garderaient probablement éloignés. Mais elle savait aussi qu'il y avait entre eux un lien indéfectible, forgé dans la boue et la pluie d'une nuit de novembre, nourri par la bonté et le sacrifice. Et c'était suffisant. Épilogue. 5 ans plus tard, par une matinée de printemps radieuse, Marguerite travaillait dans le potager quand elle entendit le bruit d'une voiture. Elle se redressa, s'essuya les mains sur son tablier et regarda en direction du chemin. Une voiture s'arrêta devant la ferme. Pas une voiture noire aux vitres teintées. Une simple voiture bleue un peu cabossée, poussiéreuse. La portière s'ouvrit.
Étienne en descendit. Il avait encore vieilli, les cheveux presque entièrement gris maintenant, le visage marqué par les années. Mais il souriait, d'un vrai sourire, lumineux, libéré. Marguerite laissa tomber son panier de légumes et courut vers lui. Ils se retrouvèrent au milieu de la cour, face à face, comme la première fois. « Vous êtes revenu » murmura-t-elle. « Je suis revenu? Pour combien de temps ?» Étienne regarda la ferme, les champs, les collines au loin. Puis il regarda Marguerite. « Pour toujours, si vous voulez bien de moi. » Marguerite sentit les larmes couler sur ses joues. Elle prit les mains d'Étienne dans les siennes. « Bienvenue à la maison. » Ils restèrent ainsi debout dans la cour, tandis que le soleil brillait au-dessus d'eux et que la ferme murmurait son approbation dans le vent. Certains retours prennent du temps. Certains chemins sont longs, tortueux, semés d'embûches. Mais au bout, parfois, il y a un foyer, une famille, une raison de croire que tout n'était pas vain. Et c'était exactement ce qu'Étienne avait trouvé. Une veuve de 4 enfants a accueilli un inconnu, mais elle n'avait aucune idée qu'il était millionnaire.